dans cette science, ça concerne les dyslipidémies hétérogènes, qui sera traité par le professeur Kramp, qui nous vient de Nantes. C'est un professeur en nutrition à la faculté de Nantes. Il dirige des unités de recherche en nutrition au niveau de la même faculté et il s'intéresse en même temps aux pieds diabétiques et les membres dans différents comités scientifiques, en l'occurrence l'INSERM, et je lui cède la parole pour nous parler de ce dyslipidémie hétérogène. Merci beaucoup de cette introduction et puis je voudrais bien sûr remercier l'ADN de cette invitation et puis les laboratoires Abbott m'avoir invité sur ces terres que j'affectionne particulièrement puisque pour ceux qui ne le savent pas, j'ai vu le jour à quelques kilomètres d'ici à Meknes. Donc c'est toujours un grand plaisir de me retrouver parmi vous. Alors j'aborde un sujet aujourd'hui, donc dyslipidémie hétérogène. On va voir ensemble ce que c'est et j'ai un tout petit peu changé le titre pour vous poser une question, est-ce que finalement on parle de ça au futur ou au présent? Et vous verrez pourquoi au fil de mon topo. Donc n'oubliez pas de me faire revenir sur ce point-là, cette question, donc à la fin de l'exposé. Alors, je vais commencer, comme mon prédécesseur, par vous rappeler des fondamentaux, mais qui viennent juste d'être publiés, que je trouve intéressant de vous les rappeler. Donc c'est une revue, vous voyez, qui date de quelques jours et qui... je ne sais pas pourquoi j'ai ce slip manager qui me demande de me taire. Comment on fait pour enlever le... Ah, c'est parti, voilà. Donc, c'est une revue qui a examiné les modifications du mode de vie. Vous voyez, donc, manger sainement, faire de l'activité physique, ne pas boire d'alcool ou très peu, un verre de vin par jour à peu près, et ne pas fumer. Et on regarde ça chez des patients diabétiques, et ce qui est clair, c'est que finalement, quand vous arrivez à vos objectifs sur tous ces points-là, eh bien, vous voyez que les événements cardiovasculaires, on va beaucoup parler aujourd'hui, diminuent de manière effectivement très importante, mais également la mortalité cardiovasculaire. Donc, finalement, ces mesures de base qu'on vous demande de prendre systématiquement quand vous prenez en charge ces patients, eh bien, vous voyez, ça marche non seulement sur la glycémie, mais surtout sur la prévention cardiovasculaire. Un autre élément intéressant, c'est cette deuxième étude, une grosse étude suédoise, une grosse cohorte, qui a été regardée finalement quand on fait notre boulot, entre guillemets, ou quand le patient y adhère, surtout, parce que cette alliance thérapeutique aussi est un élément extrêmement important, et qu'on va essayer de corriger ces facteurs de risque des patients diabétiques de type 2. On va donc regarder l'activité physique, le tabac, la pression artérielle, le contrôle glycémique, et puis les lipides, bien sûr. Eh bien, vous voyez que quand on arrive par rapport à des contrôles, à justement contrôler ces différents paramètres, 1, 2, 3, 4, 5, eh bien, si vous les contrôlez tous, eh bien, finalement, quel que soit l'âge, vous arrivez à les ramener, ces patients-là, au niveau de risque cardiovasculaire de la population générale. Et ensuite, eh bien, vous voyez que quand on arrive de moins en moins à contrôler ces patients, 1, 2, 3 facteurs de risque mal contrôlés, eh bien, vous voyez que finalement, eh bien, on s'éloigne considérablement donc, de la valeur observée chez les contrôles et qu'on augmente le risque de manière très importante. Donc, tout l'enjeu aujourd'hui est effectivement de contrôler chez ces patients à très haut risque diabétique, ça vous le savez tous ces facteurs de risque et en particulier un qui est central puisque c'est lui qui a démontré, je dirais, le plus son efficacité, eh bien, c'est les paramètres lipidiques. Alors, paramètres lipidiques, aujourd'hui, je pense qu'il y a un algorithme simple à avoir en tête, c'est le LDL cholestérol est celui qu'il faut absolument contrôler tout le temps. Et ça, aujourd'hui, on n'a aucun argument contre cela, et même plus, on en a des très forts qui viennent d'arriver, avec ces nouvelles molécules que vous n'avez pas encore au Maroc, quoique, je ne sais pas, parce qu'en France, nous on l'attend toujours, mais vous allez finir par l'avoir avant nous, ce sont les anticorps anti-PCSK9. En deux mots, PCSK9, c'est une protéine qui intervient dans le recyclage du récepteur des LDL, et quand finalement on bloque cette protéine, eh bien, on va avoir plus de LDL récepteurs et on va avoir une réduction extrêmement importante du LDL cholestérol circulant. Une injection tous les 15 jours qui a été faite dans cette étude chez des patients en prévention secondaire, diabétiques ou non diabétiques, ça marche autant chez les diabétiques d'ailleurs,
eh bien, quand on met ce médicament, vous voyez que le niveau de LDL cholestérol, qui est parti de 0,9 g par litre, descend jusqu'à 0,35 g par litre. Donc, extrêmement bas. Sur le plan cardiovasculaire, prévention secondaire, ça marche. Vous voyez qu'on diminue le risque de manière très significative. Hein. On est à 20% de réduction du risque sur le MACE, qu'on appelle, vous savez, mortalité cardiovasculaire, l'infarctus du myocarde non fatal, et puis les accidents vasculaires cérébraux non fatals non plus, et aussi. Donc vous avez une réduction du risque, c'est significatif, ça fonctionne. Ok, donc plus je baisse bas, et plus je vais bas, plus ça marche. Quel que soit le niveau de LDL cholestérol d'où je pars, c'est ce que nous montre cette diapositive, même si on part de très bas, bien, on baisse encore plus bas, ça fonctionne encore, mais il y a un mais. Le mais, c'est celui-là. C'est-à-dire que même si je vais très très bas, au niveau de LDL cholestérol, eh bien j'ai encore un nombre quand même très significatif d'événements, et donc il y a un risque qui persiste, risque résiduel. Donc vous pouvez me dire, mais il y a un moment où on ne pourra pas baisser plus bas, hein, on sera bien obligé de mourir un jour, mais ne serait-ce que sur les événements, eh bien vous voyez que finalement il y a ce risque résiduel, et on se demande comment baisser encore chez ces patients, et notamment chez les patients diabétiques par exemple, à très haut risque. C'est cette notion de risque résiduel qu'on étudie beaucoup aujourd'hui, de façon à pouvoir ajouter encore, je dirais, une efficacité supplémentaire dans nos actions. Quels sont les candidats qui peuvent expliquer finalement ce risque persistant malgré le contrôle parfait du LDL? Eh bien, on a différents candidats. Un dont vous avez tous entendu parler, c'est l'inflammation, qu'on peut d'ailleurs donc identifier par une augmentation de la CRP ultrasensible. Donc les cardiologues sont justement très sensibles à cela. Il y a plusieurs études qui ont été faites, qui montraient que c'est un paramètre prédictif important de rechute ou d'événements cardiovasculaires, des novos. On a une étude récente même qui utilise un anticorps particulier contre une interleukine qui montre que ça fonctionne indépendamment du LDL cholestérol, donc c'est un très bon candidat. Donc un candidat trouvé. Mais il y en a d'autres aussi, et qui sont probablement tout aussi, voire plus importants. Donc la dyslipidémie hétérogène dont on va parler, la LP petit a, une lipoprotéine très particulière, qui va revenir, je dirais, au devant de la scène, parce qu'on sait qu'elle est extrêmement hétérogène, je ne vais pas trop développer ça aujourd'hui, des vieux, entre guillemets, compagnons, hein, l'acide urique notamment, hein, qui reste toujours là, et puis d'autres éléments plus nouveaux, donc la troponine des cardiologues, mais qui serait aussi un marqueur de risque indépendant en dehors de tout accident aigu. Le NT-proBNP, hein, dans l'insuffisance cardiaque, vous le connaissez aussi, mais il serait indépendamment également un marqueur de risque. Un composé, le TMAO, triméthylaminoxydase, un petit peu tordu comme histoire, mais il marque en fait un dysfonctionnement de la flore intestinale. On s'intéresse là à l'intestin, à la flore colique, quelque chose de très nouveau qui émerge beaucoup. C'est un des marqueurs de risque cardiovasculaire issus de la flore et de notre alimentation, donc qui va être à suivre de manière intéressante. Et puis des perturbations, notamment de toutes les classes lipidiques, et en particulier une qui nous intéresse beaucoup, ce sont les céramides. La dyslipidémie hétérogène n'est pas nouvelle, mais finalement, aujourd'hui, il y a beaucoup de focus dessus. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, en fait, c'est un truc très simple que vous avez tous au quotidien, chez nos patients diabétiques surtout. Donc, ces patients qui vont avoir des niveaux de LDL très légèrement élevés, mais dont on sait, quand on va les étudier, qu'elles sont petites, denses, et on sait que celles-là sont relativement hétérogènes. On a un niveau de HDL cholestérol qui est bas, en dessous de 0,40, 0,35 en moyenne, et puis des triglycérides qui sont plutôt élevés, sans être dramatiquement élevés, mais qui sont généralement de 3 à 5 grammes. Donc ces patients-là, vous les connaissez, je suis sûr que vous les avez tous. C'est ça la dyslipidémie hétérogène. Donc je n'ai pas parlé de niveau de LDL, je parlais de qualité de LDL, mais j'ai surtout parlé de niveau de HDL et de triglycérides. On sait depuis très longtemps que c'est un marqueur de risque, très clair. Ça, c'est l'étude 4S. Les résultats de l'étude 4S, ça vous parle certainement à tous, c'est cette étude qui a bouleversé le monde cardiologique quand on a montré qu'une statine, en l'occurrence la simvastatine, chez des patients en prévention secondaire, était capable de réduire, en baissant le LDL cholestérol, les événements cardiovasculaires. La cardiologie s'est dit, tiens, les lipides, ça sert à quelque chose, même si tous nous savions que c'était une réalité.
Et ce qui est intéressant, c'est quand on fait une sous-analyse de cette étude et quand on regarde plus spécifiquement les patients qui avaient la fameuse triade, hein, le syndrome métabolique, surtout détecté là sur essentiellement triglycérides élevés et HDL bas, eh bien vous voyez qu'ils bénéficient, ces patients-là, beaucoup plus que les autres de ce traitement par statine. Donc premier élément, des patients à très haut risque et qu'on arrive à traiter avec notamment, vous voyez, ce très haut risque par rapport aux patients qui ne l'avaient pas, ce sont les barres rouges, donc indiscutablement un marqueur de risque. Et cela a été étudié à travers de toutes les études, notamment faites sur les statines et autres, où on constate clairement que finalement, quand on augmente, alors oui, on peut éclairer là, quand on augmente le niveau de triglycérides, vous voyez ici, donc on passe de à peu près un peu moins d'1 gramme jusqu'à 2 grammes, et quand on regarde le niveau de réduction du HDL cholestérol, on passe de grosso modo 0,6, on va jusqu'à 0, en dessous de 0,35. Quand vous cumulez les deux, eh bien, le risque cardiovasculaire augmente de manière considérable. Vous voyez qu'on passe de 1, pour le niveau le plus bas, jusqu'à 10 fois supérieur. Donc, marqueur de risque indiscutable. Je vais juste faire une aparté un peu futuriste, et donc ne m'en veuillez pas, pour vous dire que cette notion-là est en train de prendre de plus en plus de poids, encore aujourd'hui, avec l'évolution de la biologie. Nos collègues biochimistes, aujourd'hui, vous savez, sont en train de changer d'appareil et d'équipement. On dose cholestérol, triglycérides, donc des choses relativement simples, mais la recherche est en train de nous montrer la voie, et on va utiliser des équipements de plus en plus sophistiqués qui vont nous permettre d'aller encore plus profondément dans l'identification des perturbations métaboliques. Alors ces équipements, c'est quoi? C'est la spectrométrie de masse, c'est la résonance magnétique nucléaire, et puis c'est ce qu'on appelle aussi la mobilité ionique. Donc toutes des choses qui sont très utilisées aujourd'hui, qui vont nous permettre surtout d'aller analyser de manière très fine et finalement assez simple la taille et la composition des lipoprotéines. On va au cœur du problème, du phénomène. C'est ce qui a été fait dans ce travail-là, donc par l'équipe de Ridker, sur une étude dont vous avez tous entendu parler, l'étude Jupiter. Vous savez, on a inclus des patients qui avaient des niveaux de LDL cholestérol modérément élevés, principalement des syndromes métaboliques, et on leur a donné soit une statine, la rosuvastatine, soit un placebo, et on avait une forte réduction des événements cardiovasculaires. Et ce qui est intéressant dans cette étude, eh bien, c'est quand on va reprendre les sujets et qu'on va analyser la composition, comme je vous ai dit, de la taille des particules, des LDL et des VLDN notamment, eh bien, on s'aperçoit que finalement, ces sujets-là, beaucoup de syndromes métaboliques, plus de 50%, avaient finalement une augmentation importante de la taille des VLDL, surtout ça qui apparaît ici, et que finalement, le traitement par statine avait tendance à le baisser. Et quand on va un peu plus loin dans la description de ce qui se passait, en analysant les sujets qui modifiaient ou pas les paramètres. Alors, vous avez ici le LDL cholestérol, et on va regarder ce qu'on appelle le waterplot flow. Hein, c'est, en fait, en rouge, ce sont les sujets qui répondent plutôt moins bien au traitement, et à droite, en bleu, ce sont les sujets qui répondent bien. Et donc, vous voyez à droite, eh bien, les bons répondeurs, et on touche là ce dont on parlait dans l'exposé précédent, la notion de médecine personnalisée, répondeur, moins bon répondeur, et ça, vous voyez bien de quoi je parle dans votre pratique. Eh bien, vous voyez que les bons répondeurs en bleu, sur la réduction du LDL cholestérol, c'est ceux qu'on avait essentiellement la chute à droite, donc la réduction des événements cardiovasculaires. Donc ça, vous me dites, c'est logique. Et quand on va regarder plus précisément, justement, avec ces nouveaux paramètres, on va essayer de regarder l'impact chez les sujets qui avaient essentiellement des hypertriglycéridémies, eh bien, on voit que finalement, on va avoir une réduction très nette des VLDL, surtout donc la taille, et que VLDL, ça veut dire les particules très riches en triglycérides qui sortent du foie directement. C'est celle-là. Eh bien, on va avoir dans la taille de ces lipoprotéines, quand on les baisse bien, eh bien, on va avoir une réduction des événements cardiovasculaires. Ce sont surtout ces sujets-là qui répondent bien. Et quand on regarde les compositions, eh bien, on voit que ce sont surtout la réduction du cholestérol dans ces lipoprotéines qui fonctionnent bien, moins bien sur les triglycérides, mais là, les auteurs avaient un problème technique qui a été résolu sur cette diapositive que je ne vais pas vous décrire, mais qui est, parce qu'elle est un peu trop chargée, mais le résultat est lequel? Même travail fait cette fois-ci dans une grande population chinoise.
énorme, hein, nombreux sujets. Là, les problèmes techniques ont été résolus et le message, il est clair, il est là. C'est-à-dire que quand je diminue au niveau de la taille des lipoprotéines, le cholestérol et les triglycérides, les VLDL et les LDL, hein, que vous connaissez, mais également dans les HDL, vous voyez, hein, pour les triglycérides essentiellement, eh bien, je diminue les événements cardiovasculaires. C'est ce que vous avez ici. Et le point intéressant dans cette étude, c'est qu'on avait aussi regardé, pas seulement les coronaires, mais également regardé les accidents vasculaires cérébraux. Ça marche aussi bien. Par contre, ça ne marche pas du tout, vous voyez, pour les hémorragies cérébrales. Donc, vous voyez que les lipides ont très peu à faire avec les hémorragies cérébrales. Il y a d'autres marqueurs que je ne vais pas développer. Cette étude était très complexe, avec de la RMN, mais très intéressant, puisque ça pointe du doigt le fait que finalement, pour ces sujets qui ont des profils métaboliques particuliers, où les triglycérides et le HDL sont des marqueurs importants, la composition des LDL et surtout des VLDL est modifiée, ainsi que pour les HDL, et que finalement, eh bien, tous ces marqueurs-là sont des marqueurs de risque extrêmement importants sur le plan cardiovasculaire. Alors, comment ça marche, cette dyslipidémie hétérogène? Donc, je vous ai expliqué qu'il y avait ces fameuses lipoprotéines qui sortaient du foie pour transporter cholestérol et VLDL, mais qui sortent aussi de l'intestin, hein, ce sont au niveau de l'entérocyte. Et ce qui produit, eh bien, ce qui arrive chez ces patients, c'est qu'il y a, c'est ici, une surproduction, et qui explique l'augmentation des triglycérides. Donc, augmentation des triglycérides expliquée par une surproduction, essentiellement au niveau du foie. Et dans un deuxième temps, il va y avoir, du fait de cette surproduction, une délipidation qui va se produire, mais qui va être relativement peu efficace, avec des échanges qui vont se produire, notamment via une protéine qu'on appelle la CETP, cholestérol estérifère transfert protéine, vers les HDL. On va échanger des triglycérides vers les HDL pour récupérer du cholestérol et former ce qu'on appelle des rémanents, c'est-à-dire des lipoprotéines qui circulent trop longtemps dans la circulation, qui sont moins bien reconnues et qui sont extrêmement hétérogènes. Le point intéressant là, c'est que je viens de vous montrer ce lien entre HDL et lipoprotéines riches en triglycérides notamment. C'est ces échanges. Ce qui va se produire, c'est que les HDL riches en triglycérides, puisqu'il y a eu cet échange, sont beaucoup plus rapidement épurés. Elles disparaissent plus vite, et ce qui explique pourquoi le HDL diminue quand on a trop de triglycérides. Ça marche ensemble. Je monte les triglycérides, je baisse le HDL. Je baisse les triglycérides, le HDL va monter. Avec des vitesses relativement différentes, beaucoup plus lentement pour les HDL par rapport aux triglycérides, qui peuvent varier très très vite d'un jour sur l'autre en fonction de ce que vous mangez. Et donc, ce que vous pouvez retenir, c'est que finalement, le HDL, cholestérol, pour les triglycérides, c'est un peu comme l'hémoglobine glyquée pour la glycémie. C'est-à-dire finalement, quand vous avez un HDL bas, même si les triglycérides pas très élevés, vous êtes pratiquement certain qu'il s'agit d'une dyslipidémie hétérogène et que les sujets, vous le reprenez 3 jours après, il aura les triglycérides élevés. Parce qu'il a fait sa prise de sang, il a un peu fait gaffe avant. Les HDL, eux, n'ont pas le temps de se corriger. Donc, ayez ça en tête, le marqueur, trigly, HDL et HDL bas, attention, c'est probablement une dyslipidémie hétérogène. Avec donc finalement cet aspect, avec donc les VLDL que je viens de vous décrire, et puis l'effet cardioprotecteur des HDL qui n'existe moins bien puisqu'on a une réduction du HDL. Ce qu'il faut avoir aussi en tête, c'est que ces lipoprotéines modifiées eh bien, vont avoir des impacts autres que les paramètres lipidiques classiques, et notamment elles vont avoir des actions directes inflammatoires, des actions antioxydantes qui vont se produire et qui vont faciliter le processus hétérogène. Je ne vais pas décrire ça, c'est encore relativement complexe. Donc voilà, j'ai campé le tableau, je vous ai montré que c'était donc une dyslipidémie particulièrement hétérogène, comment elle se constituait, le rôle central des triglycérides, le côté perdu, la perte du côté protecteur des HDL, que vous connaissez tous. Donc, intéressant de la détecter et de pouvoir éventuellement la traiter, comme on le verra. Alors, comment je la détecte? Eh bien, bon, tout simplement en dosant cholestérol, triglycérides. Alors, ce qui se passe là, c'est que finalement, on n'arrive peut-être pas à tout capter.
Là, vous avez les niveaux de triglycérides et vous avez la composition des lipoprotéines. Hein. Et donc, on voit donc, pour les HDL ici que la composition, finalement, eh bien, pour les triglycérides élevés, vous voyez ici, par exemple, le HDL est bas par rapport à des triglycérides normaux. Et vous allez avoir donc les LDL qui vont être sensiblement identiques, qui va apparaître donc ces fameuses lipoprotéines dont je vous ai parlé, riches en triglycérides, notamment ces fameux VLDL qu'on appelle les remnants. Comment j'arrive à capturer ça, puisque finalement, quand je dose le HDL et le LDL, eh bien tout ça, je le loupe. Et c'est ça qui va surtout m'intéresser, parce que ça va être ça, surtout le marqueur de risque. On utilise quelque chose d'extrêmement simple que vous pouvez faire tous les jours. Je prends le cholestérol total, je soustrais le HDL cholestérol, c'est ce qu'on appelle le non-HDL cholestérol. Ça, c'est hyper facile à faire. Ce non-HDL cholestérol, c'est grosso modo le LDL plus 0,30, hein, à peu près. Voilà. Et le non-HDL cholestérol, eh bien, va être un marqueur extrêmement pertinent et parfait de cette dyslipidémie hétérogène, donc quand il va être élevé. Alors, comme preuve, si vous voulez, je ressors cette étude très connue des facteurs de risque émergents. Et vous avez notamment à droite, vous voyez le niveau de risque en fonction du non-HDL cholestérol, quelles que soient les corrections que vous pouvez amener, les ajustements, contrairement aux triglycérides par exemple, vous avez sans arrêt donc, cette augmentation du risque qui est parfaitement linéaire. Donc c'est un excellent marqueur de risque, et en particulier la dyslipidémie hétérogène. Avec d'autres éléments intéressants qui vous montrent que c'est un facteur de risque qui persiste au-delà de la correction du LDL cholestérol. Là, vous avez en haut ce travail, hein, que je ne sais plus quelle étude c'était, mais qui a regardé. On est très gêné par le totem, là, on n'arrive pas à voir. Je vais mettre un peu plus de côté. Voilà. Quand vous avez, en gros, le message, c'est quoi? C'est que même quand vous avez une correction parfaite ou acceptable du LDL cholestérol et que le non-HDL cholestérol est élevé, le risque cardiovasculaire reste très élevé. Donc, vous voyez, c'est un marqueur qui reste en plus du LDL cholestérol. Alors, je vous ai marqué en dessous pour mémoire, pour ceux qui peuvent avoir accès, mais c'est assez souvent compliqué, que finalement, il y a un autre marqueur dont je ne vous parle pas, qui marque toutes les lipoprotéines hétérogènes, qui est l'apolipoprotéine B. Je ne sais pas si vous avez ça, la possibilité d'accès. Bon, c'est un autre marqueur que vous pouvez utiliser, mais globalement, retenez le non-HDL cholestérol et ce marqueur de risque et ce marqueur de dyslipidémie hétérogène. On a d'autres éléments de preuve que je ne vais pas détailler là aussi. Là, je vous ai montré les éléments cliniques. On a des éléments génétiques aussi. En particulier, des collègues ont fait ce travail-là au Danemark. Et donc, quand on va chercher les gènes qui sont favorisants de cette dyslipidémie hétérogène, eh bien, on s'aperçoit qu'on augmente considérablement le risque cardiovasculaire chez les patients qui sont soumis à ces perturbations depuis la naissance. Vous voyez que par rapport aux données cliniques, c'est la première ligne. Quand on a trouvé ça génétiquement ou quand on regarde ça avec les observations cliniques dont je vous ai parlé, vous voyez que le niveau de risque est beaucoup plus élevé quand on est exposé génétiquement à cela. Donc une preuve de plus de son côté hétérogène. Alors combien de sujets ça représente? Extrêmement variable finalement d'une population à l'autre, c'est ce que je retiens. Si on prend une population américaine, surtout c'est le cadran supérieur gauche, eh bien ça représente grosso modo 7 à 10% des patients pris dans leur ensemble. Un peu plus important pour les patients en prévention secondaire. Quand on regarde d'autres données, notamment des données européennes, vous voyez que là, c'est un peu plus complexe à savoir combien sont exactement avec ces deux marqueurs en même temps. Mais quand on regarde ceux qui ont soit une hypertriglycéridémie en prévention secondaire, soit une augmentation d'une réduction du HDL cholestérol, on est grosso modo aux environs donc, de 30 à 40%, probablement 20% ont les deux en même temps. Donc, voilà. Dire variabilité en fonction des populations. Si on regarde la population chinoise, c'est beaucoup plus encore. Dans l'étude que je vous ai montrée tout à l'heure sur ces patients, cette large cohorte chinoise, c'était quasiment 50%, ce qui est c'était extrêmement important. Donc comment je vais la traiter? Eh bien, finalement, c'est le non-HDL cholestérol que je veux baisser. Et donc le message que je vous ai donné à la fin reste toujours là. C'est-à-dire que je dois baisser le LDL cholestérol le plus bas possible. Et donc, je pousse mon traitement, par statine par exemple, jusqu'à la dose maximum tolérée. Premier élément. Et deuxième élément, eh bien, je vais essayer d'agir sur le côté HDL cholestérol.
Et comme je vous expliquais qu'il y avait un lien entre triglycérides et HDL, eh bien c'est surtout sur les triglycérides finalement que je vais essayer d'agir. Ou bien je vais essayer d'agir directement sur les HDL. Là, il y avait un médicament, une classe thérapeutique qui était les inhibiteurs de cette protéine dont je vous ai parlé tout à l'heure, la CETP. C'est complètement abandonné aujourd'hui, ça ne marche pas. Donc on va travailler sur les triglycérides et sur le HDL dans cette relation. Et là aujourd'hui, on a deux médicaments essentiellement, c'est l'acide nicotinique et les fibrates. L'acide nicotinique est complètement abandonné parce que trop d'effets secondaires. On ne l'aura pas. Les fibrates, par contre, on les a aujourd'hui, et en particulier le phénofibrate. Et donc, pour vous donner la tendance et la lipidologie de la lipidologie aujourd'hui, et quand je vous parlais de futur, c'est exactement ça, c'est que pour cette dyslipidémie hétérogène clairement identifiée, eh bien, il y a tout un champ de recherche pharmaceutique aujourd'hui extrêmement développé, qui passe par des nouveaux fibrates, le pémafibrate en l'occurrence. Les oméga-3 aussi sont en train de revenir à forte dose, à voir pour la suite. Et puis des approches encore plus futuristes, c'est-à-dire qu'on va utiliser soit des anticorps, soit ce qu'on appelle des antisens, c'est-à-dire quelque chose qui bloque la synthèse de certaines protéines, et notamment une protéine qui est très importante dans le métabolisme des triglycérides, qui est la polypoprotéine C3, je ne vais pas vous le décrire, mais aujourd'hui, on a des essais thérapeutiques en phase 3, et même une étude des mortalité cardiovasculaire avec ces médicaments-là qui arrivent. Vous voyez qu'on est vraiment là, je dirais, dans un futur proche. Mais aujourd'hui, comment je fais? Avec ce que j'ai, eh bien, je regarde ce qui se passe quand j'associe le fibrate, le phénofibrate en l'occurrence, c'est celui qui est le plus disponible, le gemfibrosine qu'on pouvait utiliser avant, je ne sais pas si vous l'aviez, le Lipure, celui-là on l'oublie complètement, il y a trop d'interactions médicamenteuses. Donc aujourd'hui, on a le phénofibrate. Vous voyez que finalement, quand on donne le phénofibrate, quand on hésite, le patient est sous statine, je double la dose de statine ou je donne statine plus phénofibrate, eh bien vous voyez qu'en termes de réduction du LDL cholestérol, ça marche très bien les deux. On a une chute extrêmement claire, moins de 30% de réduction du LDL, du cholestérol total, versus 6%, c'est ce qui était attendu par le doublement de la statine. Donc vous voyez un effet tout à fait intéressant et synergique. Augmentation du HDL cholestérol, environ 20%, donc c'était exactement ce qui était attendu, avec un effet qui peut éventuellement s'émousser sur la durée, et puis surtout forte réduction donc, des triglycérides. Donc ça, c'est un premier élément. Surtout, le point important, c'est que toutes les études de ce type qui ont été faites n'ont jamais montré d'interaction musculaire entre statine et phénofibrate. Pas de rhabdomyolyse, je ne sais quoi, dont on parlait beaucoup il y a quelques années, surtout avec le gemfibroside. C'est pour ça qu'on l'a écarté. Pas avec le phénofibrate. Pas d'effet musculaire, très bonne tolérance hépatique. Et même certaines études, c'est Michel Farnier qui avait fait celle-ci, où on a associé statine, ézétimib, les étrols, que je ne crois pas que vous ayez encore actuellement au Maroc, et puis le phénofibrate, et on a l'effet attendu, c'est-à-dire réduction du LDL synergétique, en synergie, plus augmentation du HDL, et puis chute forte des triglycérides. Alors une fois que j'ai dit ça, que c'était bien toléré, que c'était efficace, la question, et surtout mes collègues cardiologues me renvoient, c'est de dire, mais est-ce que ça marche sur le plan cardiovasculaire? Parce que c'est pour ça qu'on traite ces patients. Là, on a des études. On a des études, et en particulier, donc la première étude, l'étude d'Helsinki, donc, qui montrait clairement que finalement, on avait une réduction des événements cardiovasculaires avec le fibrate seul. VAIT, pareil, BIP, FIELD, moins marqué comme résultat. Mais quand on cumule toutes ces études, quand on regarde plus particulièrement, contrairement à ce qui a été fait au départ, les sujets qui avaient la dyslipidémie métabolique, hypertriglycéridémie et HDL cholestérol bas, eh bien vous voyez que sur ces sujets, quand on les sélectionne, dans ce sous-groupe, eh bien on a une réduction très nette des événements cardiovasculaires. Très significative, en moyenne 30 à 40%. Une autre étude qui est arrivée après et qui nous intéresse particulièrement, c'est ACCORD, où on associe là le phénofibrate avec la statine. Chez des patients en prévention secondaire diabétiques. Beaucoup de dyslipidémie hétérogène. Et bien là, qu'est-ce qui se passe? Quand on regarde l'ensemble de la population, il ne se passe pas grand-chose. Résultat négatif en termes d'évolution cardiovasculaire. Mais en revanche, quand on va aller sélectionner le groupe de patients qui nous intéresse plus particulièrement, c'est-à-dire
triglycérides en dessus de 2 grammes, HDL cholestérol bas, eh bien vous voyez que là, le résultat est intéressant. En intragroupe, c'est significatif, baisse très nette des événements cardiovasculaires, avec une discussion sur l'interaction, c'est des plans statistiques que je ne vais pas développer. Voilà la courbe pour les patients. Donc, ces patients-là, quand on a sélectionné, il y en avait à peu près 500 par groupe. Vous voyez qu'on a un effet très net. Il faut traiter un seul patient, 20 patients pour éviter un événement avec l'association, donc réduction de pratiquement donc 30% des événements cardiovasculaires. Et quand on regarde plus spécifiquement le non-HDL cholestérol, le DALAT-CIB supérieur à 1,30, ce paramètre dont je vous ai parlé, eh bien on retrouve dans cette réduction de plus de 30% des événements. Vous voyez donc très significatif dans cette sous-population-là, mais il s'agit d'une étude post-hoc sur des patients qui étaient prévus, certes, mais qui n'est pas le critère primaire de l'étude. Quand on met accord dans les événements, eh bien vous voyez que finalement ça sort aussi exactement très bien par rapport aux méta-analyses qui ont pu être faites. Point intéressant, c'est quand on reprend accord les patients à distance, eh bien on s'aperçoit que ça dure dans le temps, c'est-à-dire ce groupe particulier bénéficie systématiquement de l'association de traitement. Un élément qui aujourd'hui compte beaucoup dans les décisions, ce sont les études en situation de vie réelle, c'est-à-dire qu'on va regarder non pas les études contrôlées randomisées, mais ce qui se passe quand les patients sont traités dans la vie de tous les jours. Et ça s'est fait en Israël. Et ce qui ressort clairement pour des patients en prévention secondaire qui avaient des paramètres métaboliques perturbés, eh bien, on va avoir l'association, et c'est ici les barres gris clair par rapport aux statines seules, une réduction très nette des événements cardiovasculaires. Alors, je vais très vite sur d'autres effets qu'on n'avait pas attendus, en particulier avec le phénofibrate. C'est une réduction de la progression de la rétinopathie diabétique, dans plusieurs études, et donc qui semble aujourd'hui être confirmée dans les travaux qui sont faits actuellement. Une réduction de la progression de la maladie rénale, dont vous avez entendu parler ce matin, donc finalement, là aussi, élément extrêmement intéressant à prendre en compte, qui nécessite là encore d'être confirmé par des études spécifiques. Tant et si bien aujourd'hui qu'il y a des consensus pour dire que chez des patients pour lesquels vous avez contrôlé le LDL cholestérol au maximum de ce que vous pouvez faire, regardez le non-HDL cholestérol, et s'il n'est pas la cible étant LDL cholestérol, la cible de LDL plus 0,30, eh bien là, vous pouvez envisager de traiter avec une association avec du phénofibrate. Certains disent, on attend l'étude définitive, qui est actuellement en cours, l'étude prominente, et d'autres disent, et c'est en particulier la Haute Autorité de Santé en France, de dire, bien finalement, chez ces patients, c'est la colonne de gauche. L'HAS dit, donnez les fibrates, le fibrate systématiquement, dès que les triglycérides sont supérieurs à 5 grammes, mais en dessous de 5 grammes, là, vous devez envisager leur utilisation pour les patients qui n'ont pas de contrôle suffisant du non-HDL cholestérol. C'est exactement ce qui est indiqué sur la colonne de gauche, statine, puis ensuite association avec le phénofibrate quand non-HDL cholestérol n'est pas contrôlé, et c'est en particulier donc, tous ces patients qui ont une hypertriglycéridémie que vous pouvez considérer comme modérée et un HDL cholestérol bas. Donc pour conclure, messieurs les présidents, eh bien, la dyslipidémie mixte est hétérogène, augmentation des triglycérides et du HDL cholestérol, je pense vous avoir démontré qu'effectivement c'était un vrai risque cardiovasculaire. Elles sont particulièrement élevées chez les patients diabétiques avec syndrome métabolique. Le LDL cholestérol reste la cible thérapeutique prioritaire, mais en cas de non-succès, regardez le non-HDL. La cible, c'est celle de LDL plus 0,30 pour le non-HDL, et l'association avec un fibrate, notamment le phénofibrate, peut être envisagée. Je vous remercie. Merci, professeur Cramp, de votre intervention qui est très riche, qui a remis quand même le problème du risque résiduel sur le tapis et la nécessité bien sûr de le traiter. On donnera peut-être une ou deux questions à la salle pour avancer sur le programme. Ahmed. J'ai demandé l'autorisation bien avant vous. Donc, vous avez mentionné que la LPL, la lipoprotéine lipase, c'est une lipoprotéine qui intervient dans le métabolisme des triglycérides. Il a été démontré qu'il est insulinodépendant et que le taux des triglycérides peut augmenter bien avant l'apparition d'un diabète.
peut-on considérer que l'hypertriglycéridémie comme marqueur de diabète? D'une part, pour le 5 grammes, faut-il attendre 5 grammes avec tout le risque qu'il encourt pour le pancréas pour intervenir? Merci beaucoup. Alors, je vais donc commencer par la deuxième partie. Ce que je viens de vous dire là, et je vous le redis, on ne doit pas attendre 5 grammes pour introduire le phénofibrate. C'est clair. Pour les en dessus de 5 grammes, ce sont des dyslipidémies très particulières, qui peuvent être génétiques d'ailleurs. Donc, effectivement, là, il y a un vrai risque pancréatique haute, mais elles sont relativement rares, a priori. Par contre, les dyslipidémies hétérogènes dont je vous parle aujourd'hui, les triglycérides sont très souvent moins de 5 grammes. Et c'est là où il faut aller regarder ce non-HDL cholestérol. Et quand vous n'êtes pas à la cible, eh bien, il faut rajouter le fibrate. Ça, c'est clair. Le deuxième point, est-ce que les triglycérides sont un marqueur de diabète? Je pense globalement, effectivement, les triglycérides sont augmentés, notamment en cas d'insulinorésistance, comme vous l'avez souligné, à la fois sur un problème de lipoprotéine lipase, mais également sur la résistance hépatique, entre guillemets, à l'insuline, qui fait qu'on fabrique plus de ces fameuses VLDL. Donc, effectivement, triglycérides élevés veut dire attention, on est plus dans un contexte de syndrome métabolique, et là, on a un risque d'une susceptibilité au diabète qui est certainement augmenté. Merci pour cette prestigieuse présentation. J'ai deux petites questions. La première, jusqu'où vous baissez le LDL? Et la deuxième, c'est à propos d'un malade qui est un patient diabétique qui fait un infarctus du myocarde et qui a, dans le bilan lipidique, il a un LDL à 0,6. Vous traitez toujours à forte dose ou vous... Alors, les recommandations aujourd'hui sont toujours un peu confuses, qu'il y en a 36 000. Mais je crois qu'il y a deux chiffres clairement à retenir, notamment pour le diabète, puisque vous l'avez évoqué. C'est 0,7 grammes par litre de LDL pour la prévention secondaire et grosso modo 1 gramme par litre pour les autres. Il y a des variations, des subtilités qui peuvent apparaître pour les sujets récemment, sans facteur de risque et autres. Bon, je crois que deux chiffres, c'est déjà pas mal, 0,7 et 1 gramme. Bien. Prévention secondaire, c'est 0,7. L'objectif à atteindre. Maintenant, un patient qui est à 0,6, qui vient de faire un infarctus, qu'est-ce que je fais? Eh bien, en fait, plus on baisse, mieux c'est. Et donc, mes collègues cardiologues, aujourd'hui, pour la majorité d'entre eux, considèrent que finalement, plus je baisse, eh bien, plus c'est intéressant, notamment avec l'étude Fourier, mais également d'autres études comme Odyssée qui vient d'être publiées avec le même type de traitement. Une étude avant qui s'appelait Improvit, où on était à 0,55. Donc là, ils auraient plutôt tendance à mettre un traitement. Forte dose, du moins à baisser. Voilà, à voir. S'il vous plaît. La dernière question, c'est... Je me permets de vous poser cette petite question. La place des statines en prévention primaire chez un diabétique hypertendu mal équilibré. Merci. Elle est essentielle, puisqu'en fait, a priori, c'est un patient. Enfin, ça dépend de son niveau de LDL, on est bien d'accord. Mais donc, c'est un patient à très haut risque, puisqu'il accumule 1 voire 2 facteurs de risque, si j'ai bien compris. Donc, la cible à atteindre pour ces patients-là, c'est 0,7. 0,7. Et donc, vous introduisez la statine pour atteindre ce seuil de 0,7 grammes par litre. S'il est en dessous, je le laisse, là, je ne le traite pas. Je ne suis pas en prévention secondaire d'infarctus, là, je suis en prévention, entre guillemets, primaire, mais à très haut risque. D'accord? Donc, mais en dessous, au-delà de 0,7, je vais le traiter. Merci, professeur Kramp, pour votre intervention. Merci au laboratoire, bien sûr, à Bout qui ont sponsorisé cette manifestation. Et on passe à l'intervention suivante.